Donc effectivement, ce soir, je vais parler de ce qu'on appelle la contre-révolution. Alors mon but n'est pas de faire une conférence de 2 heures sur le sujet, parce qu'en fait il y a beaucoup à dire, parce que c'est un sujet très vaste, de même que son objet, parce que l'objet de la contre-révolution c'est évidemment la révolution, vous l'aurez compris. Donc moi ce que je veux essayer de faire, c'est un petit topo entre 30 et 45 minutes, et qu'ensuite il y a un échange avec des questions, un débat, etc. Alors, moi l'objectif de ce topo, c'est surtout de donner quelques pistes de réflexion, d'essayer de dégrossir un peu le sujet, et de donner des noms d'auteurs qui pourraient être intéressants de lire et de définir les différents courants de la contre-révolution, parce que la contre-révolution, c'est un sujet très vaste qui ne touche pas uniquement la révolution dans son caractère historique. On pourrait très bien dire que la contre-révolution, c'est une réaction à la Révolution française. Un peu comme il y aurait une réaction d'un anticorps face à un virus au sein d'un organisme. Et bien là, il se trouve que la contre-révolution, c'est quelque chose qui est antérieur à la Révolution. Pourquoi ? Parce que la Révolution française, la Révolution dite française pour certains, n'est pas quelque chose qui a été soudain. Dans toute une historiographie des années 50 jusqu'aux années 80, on a dit la Révolution française, c'est un mouvement populaire spontané. Or, rien n'est moins vrai. J'en veux pour preuve qu'un très grand historien français, chartiste, héros de guerre, qui est mort d'ailleurs au Champ d'honneur, qui s'appelle Augustin Cochin, écrivait pour sa thèse un sujet sur les sociétés de pensée dans la France d'Ancien Régime, et où il expliquait que les idées des Lumières, notamment, s'étaient diffusées en France, et ce, dès le tout début du XVIIIe siècle, et que finalement, cette diffusion des idées des Lumières avait été le terreau favorable, finalement, à la Révolution française. Il n'avait fallu qu'une étincelle pour déclencher tout le phénomène révolutionnaire. Et Augustin Cochin le montre en étudiant les cahiers de doléances qui avaient été remplis à la demande du roi, en juillet de janvier 1789 jusqu'au juillet. Ce qui est intéressant, et ce que Augustin Cochin a démontré, c'est que quel que soit l'endroit où l'on se trouve en France, ce sont toujours les mêmes revendications qui reviennent dans les cahiers de doléances. Et en cela, il a démontré que, au-delà des considérations matérielles qui pouvaient être demandées de ci, de là, il y avait bien eu, de par la circulation des idées, une préparation intellectuelle à la Révolution française. Et cette préparation intellectuelle, elle est très bien résumée par un autre auteur qui est anglais, celui-là, qui s'appelle Paul Hazard, qui a écrit un livre qui s'appelle La crise de conscience européenne, paru en 1936, je crois. Et il résume tout son ouvrage en une phrase. Il dit au XVIe siècle, au XVIIe siècle, la France pensait comme Bossuet, c'est un évêque de Meaux. Au XVIIIe siècle, la France pensait comme Voltaire. Et c'est très intéressant de voir cette transformation de mentalité en à peine un siècle. Et si la contre-révolution trouve ses origines avant même la Révolution française, l'acte historique de la Révolution française, c'est tout simplement parce qu'elle trouve son origine dans l'opposition à cette transformation des mentalités qu'a observé Paul Hazard. Et elle trouve, selon les historiens et les spécialistes de la question, son origine dans l'opposition de ce qu'on va appeler la querelle des anciens et des modernes. La querelle des anciens et des modernes, elle se déroule dans les années 1690, et elle oppose deux partis, le parti des anciens, dirigé par Boileau, qui est un dramaturge, et le parti des modernes, de Charles Perrault, qui, ce parti des modernes, explique qu'il faut se sortir des dogmes littéraires et des canons littéraires de l'époque, notamment tout ce qui touche au théâtre,
Vous savez que dans le théâtre classique, vous avez obligation de prendre pour sujet un sujet soit de l'Antiquité, soit du Moyen-Âge, que vous devez respecter la règle des 3 actes, etc., etc. De l'unité de lieu, de l'unité de temps. Et les modernes disent non, l'intelligence humaine doit pouvoir s'épanouir sur toutes sortes de sujets et ne doit pas avoir à se limiter à des sujets antiques, tels que pouvaient le faire Corneille ou Racine pour les plus célèbres. Et en fait, cette querelle, au départ très littéraire, et qui ne touche que le cercle très restreint de la très jeune Académie française, finalement va faire florès, et les disciples modernes vont dire, eh bien, voilà, l'esprit humain, qui est finalement se suffit à lui-même, et il peut avoir un droit, il a même un droit de regard sur tout, sur toute chose. Et finalement, il ne doit pas se laisser limiter par des conventions qui en fait ne sont pas issues, ne sont pas raisonnables. En fait, pourquoi l'unité de temps, pourquoi le sujet de l'histoire antique, pourquoi l'unité de lieu, et donc même un certain nombre de modernes vont aller jusqu'à dire, eh bien, nous avons même un droit de regard en ce qui concerne les Saintes Écritures, ce qui est totalement révolutionnaire. Donc la contre-révolution, en fait, elle trouve son origine dans cette opposition, c'est-à-dire de dire non, l'être humain, l'esprit humain n'a pas à tout ramener à sa propre personne. Et c'est là finalement qu'intervient la lutte contre les Lumières. Parce que ce qui va caractériser les Lumières, c'est l'indépendance de la pensée. C'est ça, c'est comme ça que les Lumières se définissaient. Ils disaient, mais l'esprit humain se suffit à lui-même. Tout doit être compris au regard de la raison. En effet, si quelque chose n'est pas démontrable par la raison, c'est que cette chose est absurde, qu'elle n'existe pas. Alors beaucoup se sont défendus d'anticléricalisme et d'anti-religiosité, d'irréligion, parce qu'ils savaient pertinemment que s'ils proclamaient haut et fort un athéisme militant, ils seraient menacés directement. Néanmoins, l'idée est tout de même là. La pensée d'un Descartes, notamment. Descartes, c'est tout de même celui qui dit qu'il part du principe que pour élaborer la raison, il faut d'abord commencer par douter de tout. Alors il explique bien qu'il ne faut pas douter de l'existence de Dieu, mais c'est par pure convention qu'il le dit. Mais en réalité, Descartes inaugure l'école du cartésianisme, c'est-à-dire je doute de tout, sauf de ce que je peux démontrer ou vérifier par moi-même. Et donc on en revient ici à une condamnation, une remise en cause de la religion, et même au-delà de la métaphysique. Parce que ce qui va caractériser également les Lumières, c'est leur refus de la métaphysique. Vous savez que la métaphysique, c'est ce qui explique les causes. Aristote, dans un ouvrage qui s'appelle La métaphysique, où il explique les causes de l'univers, les causes de l'homme et les causes de la société. Or, ça n'intéresse pas du tout les gens des Lumières. Les philosophes des Lumières ne s'intéressent qu'aux effets, non pas aux causes. Et ils vont aller jusqu'à dire, eh bien, qu'ils vont émettre un certain nombre de théories dans leur cabinet, puisque le lieu même de l'évolution des Lumières, c'est le cabinet de travail du philosophe, et dans les salles de pensée. Ils vont élaborer tout un tas de concepts abstraits, totalement abstraits, qui n'ont aucune prise sur le réel, et qui ensuite vont être le fondement même de la révolution. Le premier, c'est, très connu, c'est le contrat social, développé par Rousseau. Qu'est-ce que le contrat social ? Le contrat social, c'est l'idée que l'homme préexiste à la société. Qu'il y avait, dans les temps immémoriaux, ce qu'on appelle un état de nature, où l'homme était autonome.
qu'il n'y avait pas de société, pas de cadre juridique, pas de loi, et que l'homme était en fait régi par la loi du plus fort, un peu comme les animaux, où le plus fort survit. Et que pour mettre fin à cette loi du plus fort, eh bien, les hommes se sont organisés justement en société et qu'ils ont remplacé le droit naturel, le droit du plus fort, par le droit civil, c'est-à-dire la loi. Or, toute la métaphysique et toute la philosophie grecque, la philosophie du Moyen-Âge, la théologie, explique que, au contraire, la société préexiste à l'homme. C'est ce que démontrait bien plus tard Charles Maurras dans son ouvrage, tout début de son ouvrage Mes idées politiques. Il compare un petit être humain avec un poussin. Il explique que quand le poussin sort de son œuf, il a déjà en lui, il sait déjà tout faire. Il est juste trop fragile pour pouvoir le faire. Donc il reste dans le giron de sa mère, la poule, jusqu'à avoir l'âge où il peut se déplacer librement sans être inquiété de sa survie par les prédateurs. Mais le petit poussin, quand il sort de son œuf, il sait déjà se nourrir tout seul, il sait marcher, il sait où aller se reposer, etc. Parce que c'est instinctif. Alors qu'un petit être humain, un bébé, il doit tout apprendre. Il n'a rien d'inné. Il a besoin de l'amour de sa mère, il a besoin qu'on lui apprenne les choses. Et en cela, Maurras démontre que si l'être humain préexistait à la société, l'être humain apprendrait par lui-même sans avoir besoin des autres. Alors que le propre même de la société, c'est justement l'entraide et le fait que, comme le disait Aristote, l'homme est un animal social, qu'il a besoin des autres pour s'épanouir et pour s'accomplir. Si l'homme était indépendant, si l'homme était autonome par nature, il serait comme Adam, c'est-à-dire qu'il aurait la science infuse, qu'il n'aurait besoin de personne d'autre pour évoluer. Or, nous savons que c'est faux. Donc ces idées-là, elles vont se développer avec cette idée de contrat social, l'individualisme. Et ça, c'est très bien expliqué dès la querelle des anciens et des modernes. En effet, les modernes vont mettre en avant le fait que si une œuvre est rédigée par une seule personne, elle a plus de valeur que si c'était une œuvre collective. Et la Révolution française et les Lumières vont également mettre en avant ce principe de l'individualisme, à travers d'abord cet état de nature, en disant que, en fait, les hommes, dans le contrat social, ils donnent de leur liberté pour la volonté générale, mais en fait, ils restent totalement libres. Et que le jour où ils n'ont pas besoin du contrat social, ils sont libres de s'en sortir. Ils sont libres de casser ce contrat. Parce que leur liberté prime sur la liberté du commun. Donc finalement, ce qui va définir le contre-révolutionnaire, c'est cette opposition à ces principes des Lumières. Alors, va ensuite advenir la révolution en tant que telle. Mais cette révolution, en fait, on peut très bien considérer que les Lumières en soi sont déjà une révolution. Et j'aimerais pour ça vous lire un petit passage d'un livre de Monseigneur de Ségur qui s'appelle La Révolution expliquée aux jeunes gens, où il explique: la révolution, en général, c'est un changement fondamental qui s'opère dans les mœurs, dans les sciences, dans les arts, dans les lettres, et surtout dans les lois et le gouvernement des sociétés. En religion ou en politique, c'est le développement complet, le complet triomphe d'un principe subversif de tout l'ancien ordre social. Parce qu'on voit bien, notamment à travers le contrat social, et l'idée que l'homme n'a pas besoin de la société pour s'accomplir de base, que c'est remettre en cause toute l'idée que l'on se faisait de l'homme. Que l'homme est d'abord faible, il est blessé par le péché originel, qu'il a besoin des autres pour s'accomplir. On en vient à remettre en cause les fondements même de la société.
L'idée que tout doit être vu à travers le prisme de la raison, c'est condamner par avance tous les dogmes de la foi, qui ne sont pas démontrables. C'est pour ça que Voltaire, notamment, fera une croisade monstrueuse dans ses ouvrages, puisqu'on peut le terme de croisade, guerre contre la religion, où il expliquera qu'il faut justement extirper la superstition. Et on l'a bien vu, et on le voit bien dans les affaires qui ont rendu Voltaire célèbre. Et je pense notamment à l'affaire du Chevalier de la Barre. Alors là, vous savez qu'il y a plusieurs affaires qui ont rendu Voltaire célèbre, notamment dans sa lutte contre l'intolérance. Lui, l'affaire Calas, ce père, ce père qui est accusé d'avoir, ce fils, pardon, catholique qui est accusé d'avoir tué son père, qui lui était protestant. Et là, il avait montré l'intolérance des catholiques, etc. C'est pas plutôt l'inverse. C'est le père qui a tué son fils. Oui, voilà. Non, ou plutôt le père qui est catholique et le fils qui est protestant. Oui, mais non, c'est... Non. Le père protestant, le fils catholique. Ouais, c'est ça. Et aussi l'histoire du Chevalier de la Barre. C'est là-dessus, je pense, l'histoire la plus... qui montre bien là où je veux en venir. Chevalier de la Barre est accusé de blasphème. Et pour ça, il est condamné à être, je crois qu'il est écartelé, je crois. Bon, le Chevalier de la Barre, en fait, Voltaire a monté en épingle une affaire en disant « Le Chevalier de la Barre a été condamné à être écartelé parce qu'il a refusé de se découvrir devant une procession. » Et en fait, quand on fouille les archives de police, à propos du Chevalier de la Barre, on voit qu'en fait, il faisait partie d'une secte de sorcellerie, qui est accusé, pour se moquer de la superstition des petites gens, d'avoir commis des sacrilèges sur des statues de saints et d'avoir dérobé dans une église les saintes espèces pour des messes noires. Et c'est pour ça, pour tous ces sacrilèges en fait, qu'il a subi le châtiment qu'il a subi. Et non pas uniquement parce qu'il a refusé de se découvrir dans une procession. Même sous l'Ancien Régime, on n'écartèle pas les gens parce que vous avez refusé de découvrir devant une procession. Voilà. Donc tout ça, voilà, on va préparer intellectuellement les gens à dire, mais voyez, vous êtes l'objet finalement de la tyrannie de l'obscurantisme, et parce qu'on ne vous laisse pas employer votre raison. Or, l'être humain est un être raisonnable et est en continuel progrès. Et plus le temps ira et plus l'homme utilisera sa raison, plus le genre humain sera meilleur et plus nous irons vers des périodes de faste, de paix et de prospérité. Bon, l'histoire a démontré que c'était plutôt le contraire qui s'est produit. Oh, merci. Et donc on arrive à une situation où en 1789, toute la société est depuis plus d'un demi-siècle complètement imprégnée de ces idées-là. Et il ne faut qu'une étincelle finalement pour que la révolution advienne. Vous vous rendez bien compte que si la révolution avait été un acte spontané, elle aurait rencontré plus de résistance qu'il y en a eu, effectivement. Alors la contre-révolution en elle-même, à partir de la Révolution française, il faut savoir que les contre-révolutionnaires sont des gens qui, au départ, ont plutôt une bonne opinion de la Révolution. Parce que, en soi, surtout, contrairement à ce que vous pensez, tout le monde, beaucoup y trouvaient leur compte. Vous savez que la fameuse opposition, la fameuse suppression
des privilèges, en fait, est une mesure toute symbolique. Parce que les privilèges, à la fin de l'Ancien Régime, tiennent surtout à la place qu'occupe tel ou tel à l'église ou lors des processions. C'est pour ça que la noblesse n'a certainement pas monté au créneau contre la suppression des privilèges. Sauf peut-être pour les privilèges fiscaux, et encore. Le premier contre-révolutionnaire, qui va juger l'œuvre de la Révolution française, paradoxalement, c'est un Anglais. Edmund Burke, qui est député à la Chambre des communes, d'ailleurs qui n'est pas anglais, qui est irlandais, et qui va, dès 1794, donc c'est le premier à écrire là-dessus, il va écrire un pamphlet magistral qui s'appelle Considération sur la Révolution de France, qui est réédité aux éditions des Belles Lettres. Et il va en fait critiquer la Révolution de par son regard d'anglais, et qui plus est d'irlandais, lui protestant mais issu de famille catholique, et qui plus est député Whig, c'est-à-dire plutôt libéral. Vous savez que vous avez les conservatifs, vous avez les Whigs et les Tories en Angleterre, et les Whigs sont les partisans des libertés individuelles et des libertés des communes face à la couronne. Et les Whigs Burke va dire que la Révolution française est une œuvre mauvaise pour plusieurs raisons. D'abord, à cause du régicide. Nous sommes 1 an après la décollation de Louis XVI, et Burke condamne le régicide et le changement de régime parce que, fondamentalement, cet acte intervient contre la tradition. C'est-à-dire que, pour Burke, les sociétés sont guidées par une tradition, tel un fil d'Ariane, et que, finalement, c'est ainsi qu'elles se développent et qu'elles ont tout leur sens, elles développent tout leur sens et tout leur être. Et Burke va condamner justement le régicide en disant finalement les Français se retrouvent orphelins de père. Parce qu'ils n'ont plus de roi, ils n'ont plus de tête. Le pays n'a plus de tête. Il va condamner aussi la loi Le Chapelier. La loi Le Chapelier, 1791, qui est la première loi votée par l'Assemblée constituante et qui met fin aux corps intermédiaires. Pourquoi ? Au nom de l'individualisme. Vous savez que sous l'Ancien Régime, vous aviez pas des congrégations, des corporations de métiers, des corporations des charpentiers, des boulangers, etc., qui forment leurs apprentis en interne, qui ont chacun leur saint patron, qui ont chacun leurs privilèges et leurs libertés. Vous avez aussi les libertés communales, vous avez les libertés des villes, qui ont des droits différents sur le commerce, sur les taxes, les choses comme ça, des privilèges fiscaux, des privilèges territoriaux, des privilèges que sais-je. Et la loi Le Chapelier va supprimer tout ça au nom de l'individualisme, en disant, en fait, tous les corps intermédiaires, ce sont des moyens d'aliénation. Il ne faut aucun intermédiaire entre l'État et le citoyen. Autrement dit, le citoyen tout seul, au moins, lui, ne peut pas se défendre. Si on prend la chose d'un point de vue inverse. Et en fait, Burke va condamner, il va condamner tout ça, il va condamner également l'interdiction de la messe, l'interdiction de la religion catholique, partant du principe que la religion, a fortiori la religion chrétienne, est le ciment de toute société, parce qu'elle donne du sens. Mais en fait, Burke est plus dans l'opposition d'un point de vue des libertés, de la violation des libertés, que d'un point de vue plus spirituel. Après, vous allez avoir d'autres, à la mort de Burke, donc en 1796, je crois, vous avez d'autres contre-révolutionnaires qui vont prendre le relais, et notamment les deux plus célèbres,
que sont Joseph de Maistre et Louis de Bonald. Alors, Joseph de Maistre n'est pas français, il est du royaume de Turin, il est savoyard, la Savoie à l'époque n'est pas française. Et Bonald lui est français, ont une vision qu'on va appeler surnaturaliste. En fait, ils disent la Révolution française est advenue à cause du péché des hommes. Et elle s'oppose directement, elle est démoniaque, parce qu'elle s'oppose directement à l'ordre voulu par Dieu. En effet, Dieu a voulu des sociétés hiérarchisées, où la loi, sa loi finalement, la loi spirituelle, est sanctionnée au temporel, c'est-à-dire appliquée, d'un point de vue juridique, par le pouvoir politique, parce que le pouvoir politique a pour but de conduire et de donner les moyens aux chrétiens de parvenir jusqu'au ciel. Et Maistre et Bonald disent avec une société qui maintenant n'a plus déjà à tuer le roi qui est le lieutenant de Dieu sur terre, déjà c'est un péché immonde, odieux, et qui plus est interdit la religion, en fait la société n'a plus de sens et donc la révolution est totalement satanique. Parce que son objectif c'est la damnation du plus grand nombre. Ils vont également condamner ce subjectivisme révolutionnaire et ce subjectivisme des Lumières en expliquant, en démontant notamment ce qu'on appelle les droits de l'homme. Tout simplement parce que ils vont partir du réel. Et Maistre aura une phrase très drôle, il va dire de toute ma vie, j'ai rencontré des Français, des Anglais, des Allemands, des Chinois, je n'ai jamais rencontré d'homme. Que veut-il dire par là? C'est tout simplement que l'homme, c'est une abstraction. Les idées des Lumières qui tendent à l'universel sont en fait inapplicables parce qu'elles sont très européano-centrées. Elles prennent un type d'homme inventé, l'homme par nature, qui serait indépendant de tout, de la société, etc., pour bâtir ces grands principes. Et Maistre dit, en fait, c'est impossible parce que tous les hommes sont différents. Ils sont tous empreints d'une culture différente. Ils sont tous les produits d'une société, d'une culture. On ne peut pas appliquer à tout le monde, à tous les êtres humains, sauf à utiliser la force. C'est ce que fera la révolution. Rappelez que le mot de Saint-Just, les mots de Rousseau lui-même dans le contrat social, qui dit que si les hommes refusent l'idée du contrat social, et l'idée de cette liberté soi-disant qu'on leur apporte, eh bien, dit Rousseau, nous les forcerons à être libres. Or, c'est totalement inapplicable. Parce que les idées des Lumières, ce sont des concepts abstraits qui n'ont aucune prise sur le réel. Maistre et Bonald sont des surnaturalistes, mais ils vont expliquer que, paradoxalement, il ne faut rien faire pour empêcher la révolution. C'est la célèbre phrase de Maistre qui dit « La contre-révolution, ce n'est pas la révolution en sens inverse, c'est le contraire de la révolution. » Autrement dit, comme l'histoire, contrairement à ce que disent les révolutionnaires, n'est pas une ligne qui conduit inexorablement vers le progrès infini, mais elle est cyclique, eh bien, Dieu a permis la révolution pour purifier les hommes de leurs péchés, et donc, eh bien, il suffit d'attendre que, ayant suffisamment souffert, Dieu, eh bien, arrête la révolution, comme il a arrêté dans le livre de Samuel, l'ange qui envoyait la peste sur Jérusalem après le péché de David.
Pour Mestre et Bonald, il faut juste attendre que Dieu arrête la révolution. Et en fait, il avait dit, mais finalement, en fait, toute cette œuvre de révolutionnaire, en fait, va s'arrêter d'elle-même, parce que en fait, les gens vont se rendre compte que c'est totalement fictif, ça n'a aucune prise sur le réel, ce n'est pas bon en soi, donc les gens vont arrêter d'y croire. Et c'est une vision prophétique, effectivement, parce que en 1814, quand Louis XVIII et sa famille débarquent en France contre l'avis des Anglais et contre l'avis des Russes, ils sont accueillis par des foules en délire. Parce que le roi revient. Bon, ils repartiront tout de suite après à cause des 100 jours, mais tout de même, Maistre avait quand même compris que l'épuisement de ce chaos perpétuel qui est la Révolution allait un jour avoir une fin. Alors, dans ce topo, j'essaie de parler un peu uniquement de la Révolution d'un point de vue intellectuel et conceptuel. Évidemment, on pourrait me dire, mais quid des guerres de Vendée? Alors, il faut savoir que les guerres de Vendée, c'était pas une opposition idéologique à la Révolution. C'est vraiment ce qu'on pense. Je ne sais pas si vous le savez, mais si les guerres de Vendée ont eu lieu, ce n'est pas ni à cause de la constitution civile du clergé, ni même à cause de l'assassinat de Louis XVI, c'est tout simplement à cause de la conscription. S'il y a eu des émeutes en Vendée et en Morbihan, c'est parce que les paysans se sont révoltés contre l'idée de prélever la jeunesse des paroisses pour aller combattre l'Autriche sur le front du Rhin. Et c'est uniquement pour ça. Ensuite, sont advenus et notamment menés par des prêtres réfractaires qui avaient refusé de signer la constitution civile du clergé, des groupes qui, eux, luttaient contre la République par souci de défendre la chrétienté. Mais au départ, des gens comme Charette de la Contrie ne sont absolument pas des gens qui sont opposés fondamentalement à la Révolution française. Il faut savoir qu'en Vendée et en Morbihan, vous avez beaucoup de nobles qui ensuite se retrouveront dans l'armée catholique et royale qui ont acheté les biens du clergé. Il faut le savoir. Donc, je pense que c'est un sujet qui mériterait un topo à lui tout seul, donc je ne vais pas trop en parler. Voilà. Alors, la postérité de la contre-révolution, de la fin de la Révolution française jusqu'à aujourd'hui. Il y a plusieurs points à évoquer. D'abord, Maistre et Bonald, dont on parlait tout à l'heure, ce sont ceux qui ont eu le plus d'écho dans l'histoire des idées politiques, on va dire, en France. Ce sont les héritiers et ceux qu'on a mis à la tête du traditionnalisme. Leur grand défaut, selon beaucoup, c'est d'être ultramontain. Vous savez que la question de l'ultramontanisme émerge à cette époque-là, et que vous avez des gens comme attendez, je vais retrouver son nom, comme on vous envoie son nom, c'est Montloisier, quelque chose comme ça, qui est un révolutionnaire qui lui aussi a va avoir des idées très très intéressantes, mais lui on va rien lui va être complètement oublié après la Restauration. Pourquoi? Parce qu'il est gallican. Il est partisan de donc, la différence entre le gallicanisme et l'ultramontanisme. Le gallicanisme, c'est l'idée que le roi de France est lui aussi un lieutenant de Dieu sur terre, et donc il est lieutenant de Dieu sur terre, donc il a un droit de regard sur la nomination des évêques. Et ça, c'est une vieille querelle qui existe depuis le Moyen-Âge de savoir qui décide de la nomination des évêques.
Ça avait donné lieu à une querelle entre Philippe le Bel et Boniface VIII, déjà au Moyen-Âge. Or, les ultramontains, c'est l'inverse, disent le pape a tout pouvoir spirituel. Il décide de la nomination des évêques et personne n'a rien à lui dire. Or, les ultramontains vont être majoritaires, ils sont majoritaires d'abord dans l'entourage du roi, et ils vont en fait dominer l'histoire des idées du traditionnalisme et de la droite en France jusque très tardivement au XIXe siècle. Le problème, c'est que il y a une thèse qui dit que si la monarchie n'a pas pu se rétablir complètement en France, notamment avec Charles X, c'est parce que c'est à cause de l'ultramontanisme de son entourage. Parce que l'ultramontanisme a été très mal vu en France. Vous voyez, en fait, il y avait des vieux restes révolutionnaires qui disaient en fait c'est une ingérence d'une puissance étrangère dans les affaires de la France. Et qu'en fait le roi il est le défenseur des Français, et même dans le domaine spirituel, même si au fond la nomination des évêques par le pape n'a rien de mauvais en soi, ne se fait pas contre les Français, mais en fait ça a été vécu comme une perte d'indépendance. Donc Mestre et Bonald, qui eux sont des ultramontains, et finalement c'est cet ultramontanisme qui va dominer toute la pensée contre-révolutionnaire au XIXe siècle. Tous les grands auteurs comme le cardinal Pie, comme Dom Guéranger, ce sont des ultramontains. Alors la position du pape d'ailleurs, elle aussi, il faut en parler, parce que en fait, les papes n'ont jamais condamné factuellement la Révolution. Ils ont condamné les idées des Lumières, mais en réalité, vous n'avez jamais eu de condamnation de principe de la Révolution. Pourquoi ? Parce qu'il y a une opposition qui va dominer jusqu'au Concile Vatican II, en fait, qui va trancher la question une bonne fois pour toutes, de savoir si de la question du régime politique. Vous avez des papes contre-révolutionnaires. Les deux plus grands, c'est Pie IX et Saint Pie X. Pie IX, au départ, est très favorable aux libéraux, et en fait, quand il va se faire chasser d'Europe, quand il va perdre ses États, c'est vrai qu'il va se rendre compte en fait, de toute son erreur, et il va publier de grandes encycliques contre les principes de la modernité et des Lumières. Donc, j'ai amené ici, notamment les encycliques, le fameux syllabus de Pie IX. Et évidemment Saint Pie X. Mais vous avez d'autres papes qui, et notamment Léon XIII, qui eux partent du principe que en fait l'Église n'a pas vocation à définir ce qu'est le bon régime politique. Ils partent du principe que la façon dont s'organise la société n'est pas un problème à partir du moment où les fondements de cette organisation sont des fondements chrétiens. Et Léon XIII, qui a en fait signé le ralliement à la République, avec l'encyclique Rerum Novarum dans les années 1890, même en mettant en garde contre les principes révolutionnaires et des faux principes de liberté, a toujours affirmé que ce n'était pas à lui de dire si la monarchie était meilleure qu'un système républicain, démocratique. Alors, le grand héritier en France de la contre-révolution, c'est évidemment l'Action française. Charles Maurras, qui a réussi à rassembler sous sa pensée tous les courants contre-révolutionnaires et de synthétiser cette pensée et qui en fait a marqué en fait, toute l'histoire intellectuelle au 19e, fin 19e et pendant tout le 20e siècle. Et encore aujourd'hui, tous les héritiers disant de droite se revendiquent plus ou moins de Charles Maurras et de sa postérité. Alors parler de Charles Maurras, ça demanderait un topo entier. Je propose à Frédéric d'ailleurs d'en faire un, on verra si ça se fait. Mais voilà, alors
la contre-révolution aujourd'hui, eh ben, je pense que c'est une question qui a beaucoup évolué parce que, en fait, il y a eu une cassure après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, vous savez qu'il y a eu en France, à partir de 1944, ce qu'on appelle l'épuration. C'est-à-dire qu'on a, après la libération du pays, on a voulu épurer la société de tous les collabos. Et en fait, ont été compris dans les collabos, en fait, tous ceux qui n'étaient pas encartés au Parti communiste. C'est plus ou moins ce qui s'est passé. Vous avez un très bon dictionnaire de l'épuration des intellectuels, qui est sorti récemment. Vous avez des gens comme Jean Giono. Si vous avez déjà lu Jean Giono, c'est pas le livre le plus... donc le hussard sur le toit, etc. C'est pas les livres les plus contre-révolutionnaires. Lui, il s'est retrouvé sur des listes pour être censuré. Et même il a failli avoir un procès pour intelligence sexuelle. Alors qu'en fait, il n'a jamais été compromis dans une quelconque affaire avec l'occupant. Maurras lui-même va être condamné à l'indignité nationale pour intelligence avec l'ennemi, alors qu'il n'a eu de cesse, dès l'accession au pouvoir d'Hitler, de condamner l'hitlérisme et de condamner le nazisme en avertissant les autorités du danger de cet homme-là. D'ailleurs, il avait fait, pour la petite anecdote, l'Action française avait fait éditer en français Mein Kampf pour démontrer, regardez, lisez ce livre, ce type est un danger public. Eh bien, Hitler a porté plainte contre l'Action française en France et a gagné son procès pour plagiat. Personne n'en a tenu compte. Donc Maurras a été jugé après-guerre, il a été relaxé parce qu'en fait on n'a rien trouvé contre lui. Et depuis, l'action française en fait survit peut-être plus qu'elle était, parce qu'avant c'était une très grande association avec plusieurs milliers d'adhérents. Aujourd'hui il reste un petit noyau qui est une très bonne revue, qui s'appelle Le Bien Commun. J'invite à le lire, c'est vraiment une très bonne revue. Mais en fait, il y a eu une grosse cassure parce que, en fait, du combat contre-révolutionnaire d'avant-guerre, en fait, est venu s'ajouter un nouveau combat contre le globalisme, le mondialisme, etc., qui en fait a un peu brassé les idées, renouvelé les sujets de discussion et de débat sur qu'est-ce qu'être contre-révolutionnaire, cette deuxième partie du XXe siècle et du XXIe siècle. Voilà, j'espère que j'ai pas été